Nous avons le quorum. Mes chers collègues, il ne vous aura pas échappé que les fonctionnaires territoriaux du Conseil général, précisément du service public départemental du laboratoire, ont décidé, par leur présence, de faire part de leur inquiétude, et plus, concernant le devenir des laboratoires dans notre pays, et plus précisément dans le département des Côtes-d'Armor. J'ai demandé à Monique Leclésio, qui est la présidente du Conseil de surveillance et d'orientation, ainsi que Vincent Lemot, qui est le président de la commission du service public départemental, de recevoir à leur demande une délégation du laboratoire dans quelques instants, afin qu'il y ait un échange sur le devenir du LDA, même s'il y a des réunions fréquentes pour échanger sur le sujet, mais ils seront reçus là dans quelques minutes. Je ne vais pas par avance parler de ce dossier dans la mesure où il est inscrit à l'ordre du jour. Il viendra dans l'après-midi concernant un rapport qui vous a été présenté, un projet de délibération qui vous a été proposé, et simplement, puisque les fonctionnaires sont ici présents, dire que la situation dans laquelle se trouve le LDA des Côtes-d'Armor est identique, quelque part, toute proportion gardée, à beaucoup de laboratoires départementaux en France. Le choix du gouvernement de libéraliser ce secteur d'activité crée beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions et voire des difficultés à l'ensemble de nos laboratoires. Et quand nous avons la chance d'avoir l'un des plus importants laboratoires de France, eh bien, effectivement, pour nous qui en avons la charge et la responsabilité, c'est extrêmement difficile. Je vois la liste des départements qui ferment leurs laboratoires en France, pas longtemps le Val d'Oise, l'Oise, l'Essonne, dans la région parisienne et ailleurs. Et c'est pour cela que, sollicité par plusieurs présidents de départements, j'ai décidé qu'il y ait un groupe de travail spécifique sur le sujet à l'Assemblée des départements de France, qui sera animé et présidé par l'un des présidents de département, en l'occurrence Pierre Maille, le président du Conseil général du Finistère, et avec Didier Guillaume, le président du Conseil général de la Drôme, seront chargés de l'animation de ce groupe de travail national. J'ai été moi-même entendu, il y a de cela quelques jours, par des services d'inspection générale de la Défense, de Bercy, des Finances et de l'administration, à la demande du Premier ministre, sur la situation des labos en France. Alors plus spécifiquement, pas des labos privés, mais des labos publics. Vous savez que l'État n'a pratiquement plus de laboratoires, très peu nombreux. On l'a vu d'ailleurs avec l'épisode que nous avons vécu difficilement au cours de cet été, la mort des sangliers sur une plage costarmoricaine. Heureusement qu'il y avait le LDA 22 pour apporter des analyses issues du service public qui apportaient effectivement une grande crédibilité à ce sujet auprès du préfet qui, responsable de l'État sur la sécurité sanitaire, avait sollicité notre service public départemental. Donc nous reviendrons sur ce dossier au cours de la journée, mais je voulais saluer leur présence ici ce matin. Et dans quelques minutes, Vincent, Monique, vous allez recevoir cette délégation et vous exprimer à l'issue de celle-ci devant l'ensemble du personnel pour les rassurer, plus sûrement les informer très précisément de la situation, échanger et leur dire qu'il y a des inquiétudes légitimes qui sont partagées, mais pour autant, nous essayons, dans un contexte qui est extrêmement compliqué, et je ne parle pas simplement de la situation des services publics, car ils le sont incontestablement, mais la crise financière et autres, effectivement, ajoutent de la difficulté à la difficulté, et nous avons bien conscience de cela au sein de notre Assemblée départementale. Nos travaux, ce matin, il y aura la présentation d'emblée de la décision modificative numéro 2 dans ses
orientations, priorités et choix par notre vice-président en charge des finances, Christian Coy. Ensuite, nous prendrons les dossiers de la commission de Monique Leclésio, mais étant retenu pendant quelques instants, je verrai quelle commission pourra passer à ce moment-là à la place de la commission du développement économique et de l'aménagement du territoire. Et puis, nous commencerons cet après-midi à 14h30 d'emblée sur le dossier concernant la réforme de la politique agricole commune, car il y a un intervenant extérieur, donc ce sera le premier dossier de cet après-midi, puis on va prendre tous les dossiers. On va essayer d'avancer au cours de cette journée avec des travaux qui se termineront vers 20h, pour que l'on puisse effectivement achever notre décision modificative demain à midi, étant entendu qu'il y a l'Assemblée générale de l'Amicale des conseillers généraux et puis le traditionnel rendez-vous que nous avons après, au moment du déjeuner. Voilà. Monsieur Coy, pour la présentation de la DM2, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je vais donc vous présenter les principaux éléments de cette décision modificative numéro 2 qui fait suite à celle que nous avions eue le 30 mai, donc décision modificative numéro 1. Si vous en souvenez, le 30 mai dernier, j'avais eu l'occasion de faire le point sur le contexte international marqué par la crise de la dette des pays du sud de l'Europe, par des disparités importantes de croissance économique entre les pays émergents d'une part, qui affichent 8% de croissance, et d'autre part les États-Unis et les pays de la zone euro qui voient leur croissance se ralentir, pour ne pas dire devenir négative, notamment pour les pays du Sud. Loin de s'atténuer, ces difficultés se sont aggravées au cours de l'été, et il n'est pas de jour actuellement où l'on ne nous parle pas du défaut de paiement de la Grèce, de la perte du AAA de la France, de la crise de liquidité des banques et du manque de financement des collectivités locales. Sans compter les plans d'austérité qui se multiplient ici et là du fait de la nécessité de contenir les dépenses publiques et aussi l'évolution de la dette. Sombre tableau donc, dû en partie à l'incapacité de nos gouvernants à s'accorder sur les mesures à mettre en place, bien sûr, et compte tenu du décalage que cela entraîne, cela ne fait au final qu'amplifier les problèmes que nous connaissons et accroître le coût à payer par les populations pour cette sortie de crise. Si en 2008, la crise a été provoquée aux États-Unis par un excès de crédit bancaire aux populations les plus fragilisées, qui ne pouvaient plus faire face à leurs échéances de prêts à taux variable, celle-ci a été amplifiée par le fait que ces crédits étaient cédés par les banques entre elles, provoquant une crise systémique qui a entraîné la faillite de nombreux établissements bancaires classés, faut-il le rappeler, AAA. Cette fois, les difficultés que nous connaissons ont des origines différentes. Une moindre croissance économique, une incapacité des États de la zone euro à s'entendre sur la stratégie à adopter pour ratifier le plan de redressement de la Grèce cet été, et aussi le niveau des dettes souveraines des États. Tous ces éléments provoquent des doutes chez les investisseurs qui craignent de ce fait une contagion à tous les États de la zone euro et qui, du coup, considèrent que la dette des États est risquée et donc demandent une prime de risque sans cesse plus élevée pour prêter. Ainsi, par exemple, l'Italie emprunte-t-elle actuellement à 7% sur 10 ans. La France n'est pas en reste, avec une perte du AAA actée dans les taux, qui ressortent aujourd'hui à 3,80%, quand l'Allemagne, elle, emprunte à 1,80%. Et encore, faut-il rappeler que la semaine dernière,
l'Allemagne n'a pas réussi à couvrir intégralement son émission. Cela entraîne pour la France, en l'état actuel des choses, une charge supplémentaire d'intérêt de 5 milliards d'euros en année pleine, non prise en compte dans les deux plans qui viennent successivement d'être annoncés coup sur coup. Les marchés dépriment, les coûts de refinancement augmentent aussi pour les banques, qui peinent à financer les collectivités, car dans le même temps, il leur est demandé d'augmenter leurs fonds propres. Avec une croissance ralentie proche de 0%, le gouvernement français doit réviser ses perspectives de croissance à 1% pour 2012, ce qui paraît beaucoup. Ce matin, l'OFCE parlait de 0,1%. Tenir compte de l'inflation qui affiche 2,3% et essayer de contenir le déficit public. Le taux de chômage augmente. Il va se situer très rapidement à plus de 9%, avec pour conséquence pour les départements une sollicitation de plus en plus importante des budgets sociaux et notamment du RSA. Comme l'indique l'Observatoire des finances locales dans son rapport de juillet 2011, la reprise des droits de mutation, la baisse des investissements et la maîtrise des charges ont permis une amélioration des finances départementales en 2010, mais cette embellie est très fragile car les dépenses sociales des départements augmentent de plus de 6 milliards d'euros pour les 3 allocations et malgré la promesse du président Sarkozy de traiter le sujet de la dépendance et son financement en juillet, il est peu probable que cette question soit traitée en janvier 2012 comme annoncé. Et en attendant, ce sont les taux de couverture qui n'arrêtent pas de baisser, provoquant du coup une charge nette de 30 millions d'euros pour le département des Côtes-d'Armor en 2011. La restructuration de Dexia, par la mise en place d'une nouvelle entité, le projet d'une agence publique de financement des collectivités et l'annonce d'une enveloppe de 3 milliards d'euros pouvant être portée à 5 milliards d'euros ne suffiront pas à financer les projets 2011 des collectivités. Nous en arrivons donc au détail des éléments financiers de cette DM2, marquée par un dynamisme toujours fort des droits de mutation, qui sont en croissance de 22% à périmètre constant donc sur une année, des dépenses de RSA et de PCH en progression plus forte qu'attendue, plus 10% pour le RSA, plus 11% pour la PCH par rapport à 2010, des recettes exceptionnelles du Fonds de soutien de péréquation de droits de mutation et le souhait pour le département de privilégier l'effort d'investissement et le désendettement de la collectivité. Les recettes disponibles de la DM2, comme vous pouvez le constater, s'élèvent à 22 675 157 €. Cette somme est constituée donc du fonds de péréquation des DMTO dont je viens de parler, qui porte sur un montant de 6 325 007. 2 432 148 concernent le fonds exceptionnel de soutien au département. 1 516 991 € viennent de rôles supplémentaires par rapport à la compensation relais suite à la réforme de la taxe professionnelle. 200 000 € provient de la taxe sur la consommation finale d'électricité, 284 076 € de recettes diverses et 1 305 578 € de rôles supplémentaires et de suppléments de dotation globale de fonctionnement. Enfin, nous sommes en mesure de prélever 9 millions d'euros sur le produit des droits de mutation, compte tenu du dynamisme de celle-ci en 2011 par rapport à notre inscription au budget primitif. Retenons cependant que ces recettes sont de plus en plus aléatoires
car liée à la conjoncture économique, alors que les dépenses, elles, sont en grande part structurelles. Comme chaque année à pareille époque, des ajustements s'avèrent nécessaires, tant en investissement qu'en fonctionnement. En investissement, compte tenu du décalage de certaines opérations, notamment pour le haut débit, c'est 3 900 000 € que nous ne percevrons pas en 2011 et que nous devons donc décaler en 2012. C'est le cas également des crédits en investissement pour 7 330 000 € que nous allons redéployer compte tenu d'appels d'offres plus favorables qu'attendus ou d'avancement plus lent de certaines opérations. Compte tenu de ces diminutions, les inscriptions budgétaires supplémentaires proposées s'élèvent au final à 13 700 000 €. Elles sont ventilées par commission et je vous propose donc d'en prendre connaissance. Pour la commission des solidarités territoriales, pour la partie fonctionnement, 150 000 € sont affectés aux dépenses d'entretien de voirie, 759 527 € sont affectés aux SDIS. Donc cela correspond à la baisse des participations liée à la baisse des carences et suppléances pour le SAMU, pour 500 000 €, 130 000 € pour le réseau Antares et 130 000 € pour le financement du volet visiteur technique du projet de mutualisation du CFD. Donc le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 909 527 €. En ce qui concerne l'investissement, nous proposons d'affecter 1 141 098 € à la voirie départementale. Il s'agit de notre participation au niveau du département aux travaux qui ont été réalisés sur les routes nationales. 385 000 € pour solder l'opération de réalisation du port de Saint-Cas, qui serait affectée donc au syndicat mixte. 1 940 000 € à la rocade de déplacement Brie-aux-Chines, dont 940 000 € par redéploiement de crédit voirie, et 1 130 033 € pour la LGV Le Mans-Rennes, dans le cadre de la participation qui est la nôtre, suite à la mise en œuvre du PPP, du plan qui est mis en œuvre et qui a été signé en juillet. Et donc, il s'agit là de notre première contribution. Donc, le total des dépenses d'investissement s'élève à 4 596 131 €. Donc, la Commission des solidarités territoriales consomme 5 505 658 € sur cette enveloppe de 13 700 000 €. Nous passons donc à la Commission de développement local, de l'emploi et de l'innovation. 250 000 € sont proposés au titre d'une subvention d'équilibre pour le LDA. Cela fera l'objet d'un rapport, le rapport 3.1 que nous verrons dans la journée. Le fonds de solidarité logement, c'est 300 000 € que nous proposons d'y consacrer. Cela fera l'objet d'un rapport également, le rapport 4.4. Les aides à l'agriculture, à l'installation de l'agriculture, 50 000 €, c'est le rapport 3.3 qui l'évoquera. La SEM-SEVA, il s'agit d'une provision pour recapitalisation de 565 000 €, nous le verrons également dans le cadre du rapport 1.1. Donc, c'est un total de 1 165 000 € qui est proposé en fonctionnement pour cette commission. Nous en arrivons donc à la commission du service public, des finances et du développement durable, avec une partie fonctionnement et une partie investissement. Donc, pour la partie fonctionnement, nous proposons d'inscrire 100 000 € pour les frais d'études menés pour différents services et pour des missions d'assistance et à maîtrise d'ouvrage. 342 909 € pour les admissions en non-valeur, nous le verrons dans le cadre du rapport 1.3. 1 100 000 € donc il est
proposé de prélever 1 100 000 euros sur les dépenses imprévues et 1 400 000 euros affectés à la gestion active de la dette qui fera l'objet du rapport 1.4. Donc le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 742 909 euros et en investissement, il est proposé de prélever 1 500 000 euros. Donc le total de la commission est négatif de 757 091 euros. Les inscriptions supplémentaires pour la commission des solidarités et de la famille donc, concernent pour 3 900 000 euros les allocations RSA et PCH. Donc il s'agit de 2,2 millions pour le RSA et d'1,7 million pour la PCH que nous sommes obligés d'abonder. L'aide sociale, donc, il est proposé d'inscrire 2 900 000 euros à la résorption des retards de paiement, certains établissements tardant à nous fournir les justificatifs nécessaires. Donc cela ramène les dépenses de fonctionnement à 6 800 000 euros au total donc, pour cette commission. Il reste la commission de la citoyenneté qui se voit donc proposer une affectation de 500 000 euros pour abonder les crédits de paiement du fait de l'avancement des travaux, qui est assez important, et donc qui fera l'objet d'un rapport également, le rapport 5.1. Donc au total, l'équilibre de la DM2 est assuré de la manière suivante. Nous avons 30 009 813 de disponibilité. Sur ces 30 millions, nous venons de proposer l'inscription de 13 739 813 euros, ventilés pour 9 624 438 pour le fonctionnement et 4 104 033 pour la partie investissement. Nous avons de disponibles donc par différence 16 270 000 euros et nous proposons, compte tenu des 3 900 000 euros de diminution de recettes d'investissement, d'affecter 12 370 000 euros à la diminution des recettes d'emprunt 2011. Alors je rappelle que pour les recettes d'emprunt, nous avions prévu donc 39 700 000 euros au moment du BP. Lors de la DM1, nous avons décidé de diminuer le recours à l'emprunt pour le ramener à 35 800 000 euros. Et là, donc, avec la diminution qui est proposée à nouveau, cela ramènera donc le total de l'emprunt réalisé au cours de l'exercice 2011 à 23 400 000 euros. Donc ceci est cohérent avec l'amélioration que nous avons connue sur les DMTO et donc notre volonté de privilégier à la fois l'investissement et le désendettement, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Je vous présente donc le tableau de récapitulatif donc consolidé du budget 2011. Donc l'ensemble des écritures et leur impact vous est présenté dans ce tableau récapitulatif que je vous invite à découvrir. Ce que je viens de vous dire sur l'emprunt, vous le voyez traduit, 39,7 moins 3,9 moins 12,4, ça fait 23,4. Donc le total des recettes de fonctionnement s'élève à 552 600 000 euros. Les dépenses de fonctionnement à 475 300 000 euros. Nous avons des recettes d'investissement à 156 300 000 euros, des dépenses d'investissement à 233 600 000 euros. Donc le total des recettes et des dépenses s'équilibre à 708 900 000 euros et hors mouvement de trésorerie, ça s'équilibre à 643 millions d'euros. L'impact donc prévisionnel sur l'endettement et notre ratio de solvabilité, compte tenu de ce que je vous ai indiqué sur les inscriptions en matière d'emprunt, va faire que nous avons réalisé 28 100 000 euros de remboursement de capital d'emprunt au niveau de l'exercice 2011. En diminuant, cela va donc permettre de diminuer globalement notre endettement de 4 700 000 euros et d'améliorer de fait notre capacité de désendettement qui devrait se situer autour de 4,5, 4,6 années au lieu des 4,8
que nous avions donc au 31 décembre 2010. Alors, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, et en synthèse de cette présentation, c'est que la volatilité de nos recettes de fonctionnement, si elle peut apparaître satisfaisante dans un contexte favorable de l'immobilier, est à mon sens très préoccupante, car elle rend nos prévisions budgétaires très aléatoires et peut nous obliger à opérer des coupes sombres en cas de retournement de situation, dès lors que les dépenses d'action sociale liées à l'application des mesures nationales ne peuvent être contenues. Deuxième élément, 9 millions d'euros de plus que prévu sur les DMTO en un seul exercice, c'est bien, mais une augmentation en même temps de 15 à 16 millions de nos dépenses d'action sociale va vite devenir insupportable si des recettes nouvelles ne sont pas trouvées ou des mesures prises pour les contenir. Troisième et dernier élément que je voudrais souligner, je dirais que pour une fois que les vents nous sont favorables, ne boudons pas notre plaisir et mettons en œuvre le cap que nous nous sommes fixé, puisque la situation le permet, de compléter le programme d'investissement et d'alléger la charge de la dette. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Vice-président en charge des Finances. Je voudrais compléter simplement la présentation qui est faite par Christian Coyle, par le contexte dans lequel se déroule notre session. Vous le connaissez, crise financière, mais surtout crise économique et sociale, avec des nombres de personnes qui se retrouvent au chômage et qui ne cessent de croître, en sachant que souvent on dit que le chômage est la conséquence de la crise financière, elle en est aussi la cause. Et il ne faudrait pas, là aussi, se tromper face à ces difficultés que nous rencontrons sur le plan économique et social. Mais pour surtout mettre en perspective cette décision modificative numéro 2, c'est rappeler ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat, au Parlement, puisqu'il y a la discussion sur la loi de finances 2012 qui concerne très largement nos collectivités territoriales. À l'Assemblée, le débat s'achève. Le débat est en cours au Sénat désormais, après le vote de la loi de finances sur la sécurité sociale qui, au Sénat, a été largement bouleversée et modifiée par rapport à l'épure qui était présentée par le gouvernement et à la sortie de la commission des finances. Et là, au cours du mois de décembre, va s'ouvrir la discussion sur la partie qui concerne les collectivités territoriales. Vous savez que pour écouter le président de la République, mais le Premier ministre, sur le sujet, ils ont fait le choix d'une politique d'austérité, s'appuyant sur, là aussi, la réalité financière de l'État et des collectivités territoriales. Ils font toujours référence, en matière de dette, sur l'État et ce qu'on appelle les APUL, c'est-à-dire les administrations publiques locales qui sont concernées par les budgets publics dans notre pays. Et cette cure d'austérité voulue par le gouvernement porte atteinte considérablement à nos collectivités territoriales. Je rappelle que dans le budget qui est préparé pour l'État, 358 milliards d'euros de recettes, le gouvernement rappelle souvent que la première dépense de l'État, c'est la dépense à l'endroit des collectivités territoriales, en rappelant ce chiffre de 105 milliards d'euros, bien avant le budget de l'éducation nationale qui est de 62,3 milliards, du remboursement de la dette et du budget de la défense qui est presque à 40 milliards d'euros. Et je dis que sur cette annonce, il y a tromperie. Parce que dans la participation du budget de l'État aux collectivités territoriales, il y a une partie qui est de droit pour les collectivités. Et ce n'est pas simplement que de la sémantique. Lorsqu'il y a la partie recette du budget de la nation, il y a ce qu'on appelle les prélèvements sur recettes de fonctionnement qui sont prélevés sur les recettes pour
alimenter le budget des collectivités territoriales. Et c'est pour l'année 2012, 55 milliards 400 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est le respect de la Constitution française et ce qui revient aux collectivités au titre de la richesse produite par les collectivités territoriales dans l'augmentation du PIB, la richesse nationale, par nos investissements et par les services publics que nous développons et la mobilisation des 212 milliards d'euros que représentent les collectivités territoriales en France en matière de recettes et de dépenses. Et je le rappelle ici parce qu'on voudrait dire, on consacre 100 milliards, et vous pensez bien que quand on est dans l'idée de développer, on est plus que dans l'idée maintenant, parce qu'elle est réelle malheureusement pour la situation du pays, eh bien, on regarde du côté des fameux 100 milliards, alors que finalement, la part réelle du budget de l'État pour les collectivités n'est que de 53 milliards d'euros. Et ça, c'est dans le volet dépenses. Vous voyez, donc il faut faire très attention à ce qui est raconté parfois sur le sujet. Et pour cette année, alors que l'annonce qui a été faite au Congrès des maires, c'est 0% en volume pour les collectivités locales, il y a bien longtemps que pour les départements, on n'est pas à 0% en volume, puisqu'il y a toujours cette dette sociale du gouvernement à l'endroit du département sur les allocations individuelles de solidarité, qui représentent 13 milliards d'euros de dépenses au niveau national, compensées à hauteur de 7 milliards d'euros, et il faut bien trouver les 6 milliards supplémentaires où là, il n'y a pas de compensation de l'État à l'endroit des départements très précisément. Et mes chers collègues, je vous donne un autre chiffre qui fait là aussi frémir, c'est que l'augmentation des 3 allocations chaque année, aujourd'hui, c'est 1 milliard de plus chaque année qu'il faudra rajouter aux 13 milliards, etc., dû notamment au vieillissement de la population, inéluctable, qui est une grande conquête sociale pour notre société, mais aussi, là, on le voit bien, aux hommes et aux femmes qui, étant en fin de droit, percevant l'ASS, basculent d'une caisse de solidarité nationale, bien comprise, où il y a un partage de son financement, à des allocataires du chômage qui deviennent, du jour au lendemain, allocataires toujours du revenu de solidarité active. Mais financé par qui? Par les départements eux-mêmes. Donc il y a un transfert de charge de la solidarité nationale sur la précarité de l'emploi et la perte d'emploi et la situation difficile des familles de France sur le budget départemental, et ce qui aggrave, bien entendu, notre situation financière. Je participais la semaine dernière à une réunion intéressante à Bruxelles des collectivités territoriales européennes, et je voyais, par exemple, en Allemagne, la dépense sociale qui est assumée par les Kreis et une partie des Länder en augmentation représente 4 milliards d'euros. Eh bien, compte tenu de la situation difficile de ces collectivités, l'État fédéral a décidé de prendre à son compte cette charge financière au titre de la solidarité nationale. L'Allemagne a fait le choix que nous demandons pour nos collectivités départementales en matière de solidarité au niveau national, avec un partage du financement des solidarités. Et la demande qui a été faite aux collectivités territoriales, au-delà du gel à zéro, ce qui veut dire que c'est une diminution des dotations, il faut voir les choses telles qu'elles sont, pour nous les départements, ça fait belle lurette que nous ne sommes pas dans le gel des dotations, mais incontestablement dans la diminution des dotations et au titre des budgets de solidarité. Donc c'est bien dans ce contexte difficile, sans extrapoler bien entendu, mais on en parlera peut-être au cours de ces 2 jours, voire très sûrement, de la situation financière, de la situation économique et sociale. Et là aussi, par effet cascade, ça touche les départements, ça touche les collectivités infradépartementales, et surtout, ça touche un levier important qui était le levier de l'investissement public. Dans la mesure où les collectivités mobilisaient 75% de l'investissement public dans notre pays, 45 milliards d'euros sur les 50 milliards qui étaient dépensés, eh bien, partout, qu'est-ce qu'on est en train de voir s'opérer? Eh bien, c'est la diminution des budgets consacrés à l'investissement, alors qu'on aurait bien besoin aujourd'hui de l'investissement public dans la relance de l'économie départementale et de l'économie en général. Et on voit bien qu'on s'installe avec cette politique d'austérité dans un cercle qui est vicieux, et non pas dans un cercle qui
devrait porter quelque part au soutien de l'économie. On est passé en 2 ans, d'ailleurs, de 75 à 71%. Donc il y a eu plusieurs milliards d'euros qu'on ne retrouve pas d'investis dans notamment la vie économique départementale. Et nous, indirectement, avec nos allocations, c'est aussi 8000 emplois dans l'économie sociale et solidaire, dans une économie non délocalisable que nous retrouvons avec le financement du budget de la collectivité départementale. Donc voilà aussi rappeler le contexte de la loi de finances 2012 qui est très présente à un moment où on se réunit pour consacrer nos travaux à cette décision modificative numéro 2 présentée de fort belle façon par le vice-président du Conseil général en charge des finances de notre département. Bien, cette discussion va se nourrir de toutes les délibérations que nous allons voir se succéder, mais il peut y avoir une réaction à ces 2 présentations si vous le souhaitez. Sinon, on commence à étudier les délibérations qui vous sont proposées. Y a-t-il sur cette présentation des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on y reviendra dans le débat sur toutes les délibérations qui concerneront cette décision modificative. Monique Leclésio devait voir ses dossiers passer ce matin. Je vais à ce moment-là, il faut que je vois pour le social, Marie-Christine n'est pas là. Gérard, ton équipe est au complet. Donc écoute, eh bien, tu peux venir me rejoindre avec tes vice-présidents pour la commission de la citoyenneté. Ils veulent se déplacer, Charles et vous êtes dans la citoyenneté, Charles et Christian et Christine. Bien qu'il y ait un seul rapport, mais on fait comme nous le faisons d'habitude, où les vice-présidents accompagnent le président de la commission. Alors, il s'agit du plan pluriannuel d'investissement dans les collèges. Et Gérard Leclerc, à travers le rapport que j'ai présenté, a permis d'avoir une discussion autour du rapport d'étape sur le PPIC. Vous l'avez abordé dans votre commission. Peut-être, on ne va pas recommencer les travaux de la commission, mais simplement un commentaire sur cette délibération que nous allons t'amener à prendre et à y remettre quelques crédits supplémentaires. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc un seul rapport à l'examen de cette DM2, dont le vice-président en charge des finances a fait état tout à l'heure. Donc, il s'agit donc d'une demande de 500 000 € de crédit de paiement pour honorer des travaux en cours. Ça veut dire que le budget primitif a été relativement bien vu, parce qu'il ne faut pas perdre de vue justement que dans le domaine du plan pluriannuel d'investissement dans les collèges, ce sont un peu plus de 15 millions qui ont été donc inscrits en investissement donc, pour cette année 2011. Donc 500 000 €, ça reste à la marge. Ce ne sont pas des travaux en plus, ce sont des travaux qui sont liés au bon avancement du plan dans notre département. Donc, et ces crédits, bien entendu, qui sont consommés là en 2011 ne seront pas sur les exercices suivants. Donc, les travaux avancent à un rythme soutenu sur une vingtaine de collèges pour les 47 collèges que nous avons au niveau du département. Une vingtaine de collèges sont donc concernés. Pour les travaux d'investissement lourds, ça concerne 7 collèges. Il nous faut abonder à hauteur de 260 000 €. Travaux d'investissement lourds, je rappelle que ce sont des travaux supérieurs à 2 millions d'euros. Les travaux d'adaptation fonctionnelle et de réhabilitation technique, on peut là-dessus faire une économie de 180 000 €. Ça ne viendra pas du tout impacter les travaux dans une dizaine de collèges. Là, ce sont des travaux qui se situent dans la fourchette entre 300 000 et 2 millions. Des travaux de maintenance aussi et d'adaptation programmés appellent à une demande de 130 000 € supplémentaires. Il s'agit surtout de réaliser des économies d'énergie, eau, électricité et autres moyens de chauffage. Et enfin, il nous faut 290 000 € pour
mener à bien des travaux de maintenance annuels et surtout aussi payer des études, puisque nous construisons en ce moment des collèges. C'est le collège de Planquette qui va bientôt démarrer. Le jury a été retenu, donc il faut bien évidemment honorer donc ces études. Voilà. Dire aussi quand même que ces 4 catégories d'investissement dans le plan pluriannuel d'investissement dans les collèges représentent, et c'est important pour votre information, chers collègues, plus de 300 marchés publics vivants, sans compter en plus les commandes ponctuelles. Donc la répartition des crédits entre ces opérations est gérée globalement, mais elle doit s'affiner chaque jour dès que l'on approche de la fin de gestion, qui est prévue au 13 décembre, pour tenir compte des travaux réellement exécutés par catégorie, mais aussi de la facturation des entreprises. Par exemple, des entreprises préfèrent facturer en janvier plutôt qu'en décembre. Il y a des tactiques, des stratégies. Et c'est pour cela que vous avez certainement remarqué que la répartition entre la délibération est différente du rapport, et cela va encore évoluer fatalement d'ici la fin de l'année par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, en conclusion et en intégrant donc ces 500 000 € de crédits supplémentaires, nous aurons consommé pour cette année 2011 en investissement de l'ordre de 95 à 98% des crédits. Donc, et c'est le cas depuis 4 ans sur le PPIC, donc une consommation quand même de plus de 15 millions d'euros, optimale, donc pour nos collèges, pour faire en sorte que les élèves dans les établissements soient le mieux accueillis, le mieux hébergés possible. Je rappelle que c'est notre compétence. Maintenant, notre compétence au niveau des personnels de l'éducation nationale, ce n'est malheureusement pas nous. Donc on essaye de mener à bien vraiment ces travaux dans tous les collèges. Une vingtaine sont donc en ce moment à la loupe, examinés à la loupe. On y travaille tous les jours. Et je vous rappelle, si vous avez un temps, allez donc voir le collège du XXIe siècle qui se construit à Plouagat-Châtelodrain. Il mérite vraiment, vraiment d'être vu. Et dire aussi que sur les entreprises qui travaillent dans ce collège, qui est quand même s'élève à un montant de 11,8 millions en investissement, donc 95% des entreprises qui y travaillent sont des entreprises costarmoricaines. Donc le Président le disait tout à l'heure, c'est de l'investissement public. C'est donc une contribution à l'économie, c'est une contribution à l'entreprise et donc une contribution à l'emploi. Voilà ce que je pouvais dire sur ce rapport 5.1, en vous laissant, bien sûr, chers collègues, le soin de poser les questions. Et puis de réagir surtout à la délibération. Alors, j'ai le soleil qui me gêne. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc, on prend acte de l'état d'avancement des travaux et surtout, on décide de l'inscription de crédits supplémentaires de 500 000 € par rapport aux 15 millions d'euros que nous avions votés au BP. Alors, sur le sujet des collèges, projet de délibération, y a-t-il des réactions? Appuyez sur vos boutons. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, nous prenons acte donc, de ce rapport d'étape et nous sommes bien sûr tout à fait favorables à l'inscription des 500 000 € supplémentaires pour ce PPIC, dont nous soulignons le bon avancement, comme l'a dit le Président, et le rythme soutenu, et avec une bonne consommation des crédits. Une question simplement de détail peut-être, mais dans le rapport, il est question que le diagnostic accessibilité est achevé. Pourrions-nous en connaître le bilan et son incidence en coût de travaux? D'autre part, on fait état aussi de diagnostic de radon qui va être mis en place sur le radon. Mais je crois qu'il y a également une autre réglementation qui va s'imposer en 2012, c'est concernant la légionellose. Donc, avoir un rapport concernant ces différents diagnostics lorsque vous les connaissez. Merci. Bien, mes chers collègues, oui. Appuyez sur le bouton que je vois, Isabelle. Non, je croyais que vous vouliez prendre la parole, Nicolas. Non? Y a-t-il d'autres interventions avant que je passe la parole au vice-président pour répondre? Mon cher collègue. Merci, Président. Oui, donc les travaux, les diagnostics, légionellose, radon,
accessibilité ne sont pas encore, ces études ne sont pas achevées. Donc il y aura ces rapports qui seront présentés au complet au BP. Non, c'est pas achevé. C'est en cours. Voilà. Mais c'était écrit achevé. C'était écrit achevé. Alors pourquoi vous avez écrit achevé? En cours d'achèvement. Voilà. C'est pas toi qui as écrit achevé. Non. C'est la direction. Sûrement. Non. Donc on donne bien les... Mais j'assume. D'accord. Ce sera un problème important d'ailleurs, pas simplement pour les collèges. Hein. L'application de la loi, votée d'ailleurs à l'unanimité cette loi sur le handicap au Parlement et dans un enthousiasme général, obligation étant faite à tout le secteur public, mais aussi au secteur privé, hein, de veiller à la bonne accessibilité à toute personne en situation de handicap. Ça ne va pas être si simple que cela, à un moment où on parlait justement, pour les collectivités locales, pour notre part, de situations financières difficiles. Je profite de cette délibération, mes chers collègues, pour vous dire qu'on avait mis en place un groupe de travail concernant la sectorisation des collèges. Hein, vous savez, la définition du territoire qui, autour du collège, doit permettre aux familles d'envoyer leurs enfants à tel ou tel collège. Il ne faut pas faire la confusion entre sectorisation scolaire et carte scolaire. Hein, la sectorisation, c'est de la responsabilité du département. C'est de dire, voilà, pour le collège de Mur de Bretagne, par exemple, telle et telle commune, les enfants de ce secteur-là doivent aller dans les collèges. Et pour ce qui nous concerne, nous, la sectorisation nous concerne pour le secteur public. Et puis, la carte scolaire, qui est l'inscription des enfants dans les établissements et qui relève de l'inspecteur d'académie. Hein, ce sont deux fonctions différentes. Et nous avons besoin, effectivement, pour assumer nos compétences que sont le patrimoine et également, désormais, la restauration, et plus, d'ailleurs, sur nos politiques publiques extrascolaires, eh bien, d'avoir une vision de notre sectorisation pour les investissements que nous voulons faire. Parce qu'effectivement, si nous voulons faire des investissements dans tel collège et que la carte scolaire, par des dérogations, met à mal le nombre d'enfants qui doivent fréquenter tel établissement, hein, et l'on voit quelque part comme cela des établissements qui diminuent alors que d'autres établissements augmentent, et ça nous amène effectivement à être obligé de faire des travaux, parfois en catastrophe, hein, et de répondre par notamment des Algeco ou autres préfabriqués pour des croissances. Je pense à Moncontour, mais je pense par exemple à ce qui se passe entre Pleuc et Quintin. Hein, très forte croissance sur Quintin, diminution sur Pleuc. Donc comment, et c'est par la sectorisation scolaire que l'on peut essayer de trouver les équilibres. Et avec Gérard Leclerc, on avance sur le dossier aussi, je le dis ici, nous trancherons avec la sectorisation scolaire la question des collèges en milieu urbain. Hein, et je le dis pour les Briochins, mais également pour les gens de Dinan, de Guingamp et de Lannion. Hein, parce que là, il y a aussi une vision sur une démographie beaucoup plus dense de revoir la sectorisation scolaire. Et ce sera un moment important de nos débats concernant le budget primitif et on sera prêt pour avancer sur le sujet, au même titre que nous sommes très sollicités sur les équipements sportifs, hein, à cause du schéma départemental de coopération intercommunale, hein, et de la volonté du préfet de supprimer les syndicats de gestion des collèges qui existaient dans le département. Il y en avait encore 17 et qui veut les voir disparaître. C'était inscrit dans la loi d'ailleurs, hein, il fait des propositions. Mais le fruit de l'histoire fait que ceux-ci existaient, y compris pour des équipements sportifs. Hein, et je pense à Guingamp. On ne va pas rouvrir un débat. Je ne vais pas te relancer là-dessus, Jean-Jacques, parce que tu l'as déjà évoqué. Hein. Il y a Moncontour qui est intéressé. Donc on apportera, Jean-Jacques, les réponses au mois de janvier, enfin au début de l'année, au moment du vote primitif, pour faire notamment, là aussi, pour prendre une décision, hein, sur l'application de ces deux sujets qui sont extrêmement importants. S'il n'y a pas d'opposition sur cette délibération, elle est adoptée à l'unanimité. Merci pour la commission de la citoyenneté. Hein. Il n'y a pas de dossier sur la culture, pas sur le sport et pas sur la jeunesse. Donc nous allons voir les dossiers. Michel Brémond, il était par là, je l'ai vu tout à l'heure. Parce qu'on pourrait aborder les dossiers des solidarités territoriales, Monique étant absente, et je ne peux pas
Marie-Christine l'étend tout autant, voir les dossiers de la Commission des affaires sociales. Si vous pourriez retrouver Michel Brémond quelque part, on pourrait commencer pour les dossiers de sa commission. Mettez pas tout dans le noir quand même. Hein. Pour une fois qu'on a un peu de soleil, on essaie d'en profiter quand même. Hein. On a l'impression que la crise s'abat sur nous d'un seul coup par le noir qui se fait. On en a assez, il y en a besoin. En ce moment, on a besoin de soleil, même si, mes chers collègues, on aurait bien besoin de pluie aussi. Parce que vous avez vu les barrages. Hein. Michel Brémond. Arrive-t-il? On a une idée d'où il est, là, Brémond, là? Il était là tout de suite, Brémond. Paul Kéméré, je l'ai vu. Ah, Loïc, ah oui, il n'est pas là, Loïc. Mais c'est Paul qui est concerné, pour qu'on puisse prendre les dossiers de Brémond. Mais il y a quelqu'un qui est parti chercher. On est obligé de bouleverser les travaux, parce que c'est le développement économique qu'on aurait dû voir. Mais Monique Leclésio recevant les syndicats avec Vincent Lemot, donc je ne peux pas voir plus non plus, c'est de la Commission des finances. Et là, on est en train de perdre un petit peu de temps. Est-ce que sur le social, si on était vraiment pris de court, à part, on pourrait réserver un dossier à ce moment-là, Annie, pour cet après-midi, et on pourrait aborder les mineurs isolés étrangers et puis la MDPH. Est-ce qu'il vient? Il arrive. Bon, alors, allez, on va prendre les dossiers de Michel Brémond. Nous rejoignent Paul Kéméré pour le logement. Alors, la première délibération concerne le syndicat mixte de réalisation du port de 5A. Projet de délibération, voilà. Donc, après en avoir délibéré, nous décidons d'inscrire une dépense de 385 000 € à destination du syndicat mixte de réalisation du port de 5A, ce qui nous permettrait de clore définitivement ce dossier, non pas... non, je sais, Marie-Hélène, parce qu'il y a tout ce qui va avec, l'extérieur, l'investissement, les logements, l'activité économique, mais au moins sur la partie infrastructure portuaire, je l'espère. Sinon, alors là, c'est à désespérer de l'avenir. C'est à désespérer de l'avenir. Bien. Écoutez, Mme Tillon, vous avez demandé la parole sur ce sujet. Nous vous la donnons. Oui, Président. Simplement pour rappeler à l'Assemblée que l'État s'était engagé sur 1 million d'euros, il y a de cela un certain temps, on va dire, concernant au sujet du FNADT, que suite à certains mouvements, l'État s'est finalement engagé sur 250 000 € qu'il accordait à la CCI pour les travaux qu'elle réalise sur le port de 5A, et qu'à ce jour, nous avons des difficultés à récupérer les 250 000 en question. Les services de la préfecture étant en train d'éplucher au quart de centime près toutes les factures de la CCI, et donc essayant de ne pas verser en fait la totalité des 250 000 €. Donc je trouve assez pitoyable l'attitude des services de l'État, enfin l'attitude de l'État en général, qui, à partant de 1 million d'euros, finit par accorder un quart du budget, puis finalement essaye de ne pas verser ce à quoi il s'est au final engagé. Monsieur le préfet, lorsque nous avons eu une réunion du comité syndical il y a de cela 15 jours environ, monsieur le préfet s'est engagé auprès de moi à faire en sorte que ces services puissent verser les sommes convenues. Depuis 15 jours, je n'ai aucune nouvelle, c'est silence radio du côté de la préfecture. Donc je ne sais pas combien de temps va prendre l'étude en question, mais ça pose problème. D'autre part, donc la Chambre régionale des comptes a étudié les rapports les comptes d'investissement et de fonctionnement du syndicat mixte du temps où c'était la présidence de Michel Brémond.
Pas de souci majeur sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Simplement, elle a pris acte du fait qu'il n'y avait pas de convention passée entre le syndicat mixte de réalisation du port et la commune de Saint-Calquildo pour la mise à disposition de personnel, ce qui est vraiment une broutille, puisque c'est juste un petit temps de secrétariat qui est accordé par la commune de Saint-Calquildo pour le syndicat mixte de réalisation du port. Par contre, il y avait une convention entre le Conseil général et le syndicat mixte de réalisation du port pour la mise à disposition du personnel du Conseil général, et là, Dieu sait si c'était important. La Chambre régionale des comptes a bien souligné le fait que nous avions un budget à minima en termes de fonctionnement, et c'est peu de le dire. Elle a relevé les différences de coûts d'investissement, mais en prenant acte tout de même du fait qu'au moment où nous avions lancé l'appel d'offres, nous étions à 20 millions d'euros. Entre ce moment-là et le moment où le port a été réalisé, il y a eu une augmentation du coût de la vie, donc il fallait tenir compte. Il y a aussi eu une augmentation des coûts liés aux aléas techniques que nous avons trouvés en cours de chantier. Donc ces éléments-là ont été pris en compte par la Chambre régionale des comptes. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce rapport, mais c'était important tout de même de le souligner ici. En tout état de compte, voilà, les participations des trois collectivités que sont le Conseil général, enfin des trois partenaires que sont le Conseil général, la commune de Saint-Calquildo et la Chambre de commerce et d'industrie sont augmentées de fait, puisqu'il y a des participations moindres dans le dossier. Et j'aimerais bien quand même que l'État respecte ses engagements une fois pour toutes. Oui, Monsieur le Président, c'est un dossier que nous avons, en ce qui nous concerne, toujours soutenu et que nous avons soutenu, quelles que soient les difficultés, au fur et à mesure que ce dossier a avancé. Lors, effectivement, de la dernière réunion syndicale, Marie-Reine Tillon nous a fait passer aussitôt après. On a pris une position, je crois, qui était sage, et elle nous a fait passer aussitôt après l'engagement du préfet. On peut penser qu'à partir du moment où Monsieur le préfet s'est engagé sur les 250 000 €, on n'a pas forcément de raison, enfin je l'espère en tout cas, de le remettre en cause, parce que ça voudrait dire alors là que la parole de l'État n'est pas tout à fait fiable. Donc je ne veux pas penser une seule seconde que ces 250 000 € ne vont pas être versés. Ce que je voulais simplement dire, et c'est sans polémique puisque je rappelais en préambule que nous avions soutenu toujours ce dossier. Mais il y a eu, et Dieu sait si Marie-Reine Tillon en a payé, l'a payé un peu cher quand même, chacun s'en souvient, au niveau de cette affaire de FNADT, notamment sur la partie travaux, où effectivement on aurait dû, semble-t-il, percevoir 1 million d'euros. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a une lettre du préfet, qui est antérieure d'ailleurs à la grève de la faim de Marie-Reine Tillon, que nous avons reçue au Conseil général et qui précisait que dès lors que la collectivité, donc le Conseil général, avait perçu du FNADT pour financer les études, il ne pouvait pas percevoir de FNADT pour les travaux, malgré les engagements des uns et des autres, plus ou moins fiables lorsqu'ils se sont déplacés. Donc je le dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est obligé de mettre une rallonge, mais en tout état de cause, si véritablement ce FNADT de travaux avait été acté qu'on ne pouvait pas le percevoir dès le départ, cette somme supplémentaire que nous mettons aujourd'hui, on aurait été obligé de la mettre quand même. C'est ça que je veux dire. Bien, merci. Est-ce que sur ce dossier, il y a... Je n'ai pas entendu de refus de vote sur la délibération. On est bien sur le dossier de 5A. Monsieur le Président de la Commission. Oui, Monsieur le Président, merci. Deux précisions suite à ce que vous aviez dit. Je confirme ce que dit complètement Marie-Reine Tillon, je confirme ce que dit Michel Vaspart sur le soutien unanime lors de l'ensemble de la gestion de ce dossier. C'est pas fréquent qu'une collectivité et des élus aient à mener ce type d'investissement de bout en bout, en est la responsabilité, et je crois qu'on peut s'honorer d'avoir mené à bien
Et vraiment, sans jeu de mots, à bon port, ce projet, c'est quelque chose, un exercice qu'on ne connaissait pas bien, on n'avait pas l'habitude de ce type d'investissement, et semble-t-il, au bout du compte, à la satisfaction générale, et Marie-Reine l'a souligné, avec des frais de fonctionnement du syndicat mixte qui étaient nuls. Et ça, je crois qu'il faut vraiment s'en féliciter. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avions, à un moment donné, un cabinet d'études, je vais le rappeler, qui nous accompagnait. Et nous avons, de façon très, très ferme, demandé à ce cabinet d'études de suspendre ses relations avec le syndicat mixte parce que ses prestations n'étaient pas du tout satisfaisantes. Et le cahier des charges de l'appel d'offres a été rédigé par ce cabinet, ce qui nous a probablement coûté fort cher. Et il faut rappeler que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ont été pris en relais par la suite par les services de la maire du Conseil général à titre gratuit. Et donc, c'est en fait 1 million d'euros supplémentaires, probablement, qu'il faudrait se partager si nous valorisions le temps de travail des services. C'est à peu près 1 million d'euros, probablement, d'assistance qu'il faudrait se partager entre les différents financeurs et que le Conseil général a pris directement à sa charge dans ce dossier. Quant au FNADT, je voudrais simplement rappeler une petite anecdote. C'est dommage qu'Alain Cadec ne soit pas là ce matin parce que je pense qu'il s'en souviendrait tout autant de moi que moi. Un jour, comme ça, nous avons eu droit à faire le pied de grue au port du Légué, à attendre un ministre qui arrivait par hélicoptère pour visiter un certain nombre de choses avant de faire une réunion politique, comme souvent ça se passe dans ce régime gouvernemental actuel. Il s'appelait alors M. Estrosi. Il atterrit au Légué en hélicoptère. Et avec M. Cadec, nous avons fort républicainement accueilli ce ministre. M. Cadec lui a parlé du port du Légué, c'était fort bien comme initiative, et M. Estrosi nous a assuré que le port du Légué bénéficierait de 500 000 euros de FNADT. Ça fait quelques années de ça, et le FNADT est toujours en route, mais c'est vrai qu'on a des travaux ferroviaires qui font que la liaison avec Paris est assez longue. Mais le FNADT, nous l'attendons toujours. Donc les promesses, effectivement, c'est vrai. Ne valent que pour ceux qui les tiennent et pas pour ceux qui les reçoivent. J'allais dire, les ports ne nous portent pas raison, si je comprends bien, tant pour celui de 5A et du Légué en matière de financement FNADT. Il n'en fut pas de même pour le port d'Erquy. Nous n'attendions pas de subvention du FNADT. Mais je me souviens bien de ce dossier, l'annonce des 1 million d'euros. J'y étais pas ce jour-là, puisque c'était un autre ministre, je crois, des Transports, qui était venu, M. Bussereau. Qui l'avait promis. On l'avait évoqué à plusieurs reprises. Il y a eu effectivement cette action vigoureuse de notre collègue conseillère générale, qui en a gardé quelques traces d'ailleurs. Non ? Ah, ça va ? Non, mais je parlais d'amaigrissement, quoi. Après une cure, que vous l'avez faite sur plusieurs jours, vous avez été soutenu par le président du Conseil général et par d'autres. Et puis, c'est pas faute d'avoir rencontré les ministres successifs qui s'occupaient de l'aménagement du territoire. Michel Mercier, qui m'avait promis, dans un premier temps, 750 000 euros. Tu t'en souviens, Marie-Reine ? Puis 500 000 euros. Puis il a quitté le ministère pour devenir garde des Sceaux. Et finalement, il avait oublié sa promesse. Ce qui fait que c'est Bruno Le Maire qui en a eu l'héritage. Et là, pour le coup, après un arbitrage chez le Premier ministre, avec le concours du Datar, qui était assez compréhensif sur le sujet, on a fini par obtenir 250 000 euros. Mais je veux dire, que d'énergie pour avoir 250 000 euros sur les 1 million, ce qui explique que maintenant, les 750 000 euros qui manquent, il faut bien les financer, et ils sont partagés entre les financeurs, effectivement. Mais Michel Brémond a eu raison de rappeler que ce cabinet que nous avons récusé car il n'était pas compétent, nous étions fort mécontents de son activité professionnelle, mais pour autant, c'est le Conseil général qui, avec ses services, a pris la totalité de la charge, et on n'a pas répercuté ce coût
que nous aurions pu valoriser auprès des autres partenaires financiers. Il faut rappeler aussi que le Conseil général là, a assumé totalement ses responsabilités, avec un port aujourd'hui, alors qui effectivement n'est pas achevé, parce que ce n'est pas que l'infrastructure portuaire, ça on a financé, mais ça doit être un élément déterminant de développement de 5A et de son environnement. Et maintenant, on attend la zone d'activité, les investissements immobiliers, les acteurs économiques qui vont s'implanter sur ce terrain-là, je veux dire, entre 1 an et 3 ans pour en voir de bons résultats. Heureusement que la juridiction administrative nous a donné raison par rapport à quelqu'un qui avait esté devant la juridiction administrative. On n'a pas sur la totalité, mais on a sur une grosse part. Je ne sais pas s'il y a un appel qui a été... Non, il n'y a pas d'appel pour l'instant. Donc de ce côté-là, et le préfet a fallu plaider là, avec le maire, avec toi et avec nous auprès du préfet pour qu'il y ait une bonne compréhension, compte tenu du contexte un petit peu particulier, parce que c'est un port qui n'a pas beaucoup de place. Vous voyez, la falaise tombe très vite devant. Il y a une partie qui a été dégagée à gauche et qui représente un endroit où ça peut se développer. On a aussi la partie droite, là où il faudra regarder pour essayer d'améliorer les règles d'urbanisme pour qu'on puisse véritablement développer ce port à l'est, qui est au-delà de 5A aussi, dans une complémentarité avec Erquy, aménageur du territoire littoral de l'est du département, où il y avait incontestablement un manque, et qu'on a pu, là aussi, combler fort justement par la réalisation de ce grand équipement qui accompagnait celui d'Erquy. Ça fait, je veux dire, entre les deux, c'est plus de 50 millions d'euros qui ont été investis sur les ports de pêche pour Erquy, pêche-plaisance pour 5A. Et on en reparlera parce que, bon, effectivement, ils sont sollicités pour une autre activité à venir avec l'investissement dans la baie de Saint-Brieuc sur l'éolien offshore. Bien. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je reviendrai à propos de ce sujet pour parler un peu du port du Légué et de la rocade, mais à la fin des délibérations qui auront été vues concernant cette commission. L'assistance technique avec l'actualisation de la tarification. Loïc Raoul, c'est lui qui suit ce dossier. Il est à Rennes pour nous y représenter. Et ça concerne notamment une tarification que nous devons nous-mêmes arrêter. C'est bien cela. Et ça concerne l'assistance technique du Conseil général aux collectivités à compter de la signature de l'arrêté correspondant. Alors, pour le secteur non éligible, on est à 345 € hors taxe jour, augmenté des frais éventuels nécessaires à la réalisation des missions. Et puis, pour le secteur éligible, nous sommes à 0,49 € habitant DGF de la collectivité bénéficiaire pour les prestations relatives à l'assainissement collectif, à la mise en place des périmètres de protection de captage. Enfin, en un mot, cela concerne le SATES, le SATOM. Enfin, c'est tout le service dirigé par Pascal Fournier. Je ne parle pas là du service conseil aux collectivités dont on parlera plus loin et pour lequel nous agissons depuis de nombreuses années. Et les collectivités territoriales et autres sont extrêmement satisfaites. Donc, il nous fallait là actualiser notamment nos prestations et nos missions. Est-ce que sur cette délibération, il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas. Elle est adoptée. Tu voulais... Non? Il n'y a pas de commentaire, Michel? Aucun commentaire. Très bien. Concernant l'assistance technique, l'actualisation de la tarification, c'est fait. On en vient au Fonds de solidarité logement, le FSL, qui, dans le cadre des transferts de compétences de la loi de 2004, ont été donnés au département. Alors, en ce qui concerne notre délibération, on prend acte de l'évolution du budget du FSL. On décide de porter notre participation de 1 670 000 € à 2 millions d'euros. Donc, on y inscrit pour 330 000 € de participation supplémentaire lors de cette DM. Et on agit par redéploiement de crédit des lignes d'aide à la pierre qui étaient de 300 000 € pour l'un et 30 000 € pour l'autre. Voilà. Et ainsi, on complétera ce budget du FSL. Le FSL étant un outil, là aussi, extrêmement important dans nos politiques de solidarité,
à l'endroit des familles en difficulté. Alors, nous sommes la collectivité de référence pour le revenu de solidarité active, pour de nombreuses politiques de l'habitat et du logement social, avec notre bras armé, entre autres, mais aussi les autres partenaires publics que sont les offices, hein, et puis le FSL, que nous finançons très largement. L'État est de moins en moins participateur, hein, parce qu'il a gelé sa participation au moment de la décentralisation. La CAF aussi, qui est un acteur, n'est-ce pas, Paul Kéméré, important de ce dispositif. Et puis, c'est aussi un engagement très fort des élus qui y siègent, mais aussi de notre administration pour, avec la CAF, gérer ce fonds et intervenir auprès des familles en difficulté. Alors, je vais prendre d'abord les interventions. Paul répondra aux interventions des uns et des autres et apportera un commentaire si elle l'estime nécessaire. Marie-Reine Tillon. Si c'est pas sur les... Enfin, moi, c'est pas sur le FSL, donc s'il y en a d'autres... Tu profites de cette délibération pour parler de... De l'ANA. De l'ANA. D'accord. Alors, on va d'abord peut-être finir sur le FSL. Christy Corin, c'est sur le FSL, je pense. Oui, bah, allez-y. Puis, Marie-Reine, on fera un paquet, tu interviendras aussi. Donc, Christine Orin, Michel Masfar et Marie-Reine Tillon. Christine, d'abord. Oui, je voulais partager une inquiétude par rapport à l'accès au logement et l'accès au logement des jeunes et des jeunes ménages. On parle beaucoup ici du logement social. C'est vrai qu'il nous manque du logement social et il faut que l'on assiste et que l'on travaille sur cette question de logement social. Mais il y a aussi le logement des jeunes, les jeunes salariés, les jeunes étudiants, les jeunes apprentis. Alors certes, il y a des foyers de jeunes travailleurs, mais aujourd'hui, on est bien en deçà de ce qu'il faudrait pour que des jeunes puissent s'installer et pouvoir devenir autonomes. Hein. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, enfin moi j'ai des témoignages de familles, de jeunes qui ont l'accès à l'emploi et qui en fait ne peuvent pas prendre leur autonomie et qui restent logés chez les parents parce que c'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas l'accès au logement social, parce qu'il y a d'autres familles, etc. Donc pour moi c'est une grande préoccupation et je voulais la partager avec vous, sachant aussi que l'on sent partout dans nos budgets d'action sociale une précarité de plus en plus grande de gens au-delà du FSL qui n'arrivent plus à assumer leurs charges. Et en particulier, moi je voulais alerter sur la venue de personnes retraitées qui aujourd'hui arrivent dans les CCAS. C'est un phénomène qui commence à apparaître depuis 1 an ou 2 ans et qui avait complètement disparu et qui aujourd'hui sont propriétaires de leur maison mais ne peuvent plus en assumer les charges. Donc avec des personnes âgées qui aujourd'hui ne se chauffent plus, par exemple. Voilà, je vous remercie. Alors, Michel Masfar, Marie-Reine Tillon, Yannick Morin, Yves Leroux. Oui, Monsieur le Président, interrogation sur les besoins supplémentaires de 330 000 €, mais surtout, l'année dernière, notre collègue Gérard Bertrand était intervenu notamment sur l'aide à la pierre. Et la majorité a décidé de supprimer l'aide à la pierre. Et on voit dans un journal récemment que le président du Conseil général souhaite que l'aide à la pierre soit immédiatement transférée à l'ensemble des départements. Alors, n'y a-t-il pas contradiction entre ce que vous nous avez proposé d'adopter l'année dernière et la position actuelle de l'exécutif du Conseil général ? Oui, Président, c'était plus par rapport aux aides de l'ANA pour l'amélioration du logement des personnes âgées. Selon les informations que j'ai, les choses se sont extrêmement compliquées depuis cette année dans les procédures et notamment il faut une évaluation du GIR. Il faut qu'une évaluation du GIR soit faite, soit transmise au Pactarim pour pouvoir avoir une instruction de dossier. Et on sent que du coup, les dossiers prennent énormément de temps et il y a, semble-t-il, du tirage, même plus que du tirage, entre le Pactarim et l'ANA au sujet de ces dossiers-là.
j'ai eu l'occasion d'intervenir par rapport à cela, et je me rends compte qu'effectivement, il y aurait besoin de mettre un peu d'huile dans les rouages concernant ce type de dossier. Je ne sais pas de quelle manière on peut essayer d'améliorer les choses, mais en tout état de cause, pour des personnes âgées qui ont déjà des difficultés, où il y a une première perte d'autonomie qui apparaît, on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois que 2 services tirent l'un sur l'autre au sujet de leur dossier. Non, ça doit être moi, Michel. Monsieur le Président. Oui. Donc, merci, Monsieur le Président. Mon intervention ne concerne pas non plus le rapport, mais lors des travaux de la Commission, vous avez évoqué la mise en place de dispositions pour la période hivernale. Donc, pouvez-vous simplement nous les rappeler? Les mises... Non, au niveau des routes. Oui. Oui, merci, Président. Ce rapport sur le Fonds de solidarité pour le logement est très important dans la mesure où il montre l'importance que notent nos concitoyens dans l'aide qui est apportée tant pour l'accès au logement que pour le maintien dans le logement. Et on le voit à travers les différentes enveloppes qui sont accordées, une augmentation importante qui prouve que même lorsque, dans un ménage, l'époux et l'épouse travaillent, ils sont confrontés, comme le disait Christine, à des situations difficiles de paiement de loyer. Et nous avons à traiter 2 fois par mois un grand nombre de dossiers sur lesquels nous avons une attention toute particulière à apporter dans la mesure où on sait que sans logement, sans moyens de locomotion, sans accès à la santé, les personnes se trouvent exclues de notre société. Et la pertinence de ce dispositif FSL, donc, qui porte notre contribution à 2 millions d'euros, est là pour marquer l'engagement de notre collectivité à l'endroit de ménages qui souffrent de l'insuffisance de ressources. Pour autant, je crois qu'il nous sera nécessaire d'avoir un cadrage peut-être un peu plus rigoureux des aides apportées, avec la connaissance pleine et entière des situations dans lesquelles se trouvent les ménages pour lesquels nous apportons notre contribution. Parce que certains, mais ils sont peu nombreux, certains sont quand même procéduriers et connaissent leurs droits et passent d'une aide à l'énergie sur l'eau, à une autre aide à l'énergie sur l'électricité, en disant puisque le fonds existe, j'y ai droit, et si j'ai droit, j'ai le droit de le consommer. Et c'est pour ça que l'on arrive très rapidement à une extinction du fonds énergie plus rapidement qu'on ne le souhaiterait. Donc, je ne sais pas quelles mesures on pourrait mettre en place, mais je sais que dans le récapitulatif des aides qui sont accordées à certains, il y a des pages entières qui prouvent que le système, ils le connaissent bien, et que d'autres pourraient y prétendre et sont parfois écartés. Donc, essayer de mettre en place une équité de traitement entre l'ensemble des demandeurs. Pour autant, ce fonds a toute sa légitimité et permet à nos concitoyens de vivre dans une certaine décence de logement. Même si, et Christine l'a rappelé, certains font d'énormes économies de chauffage. Bon, c'est vrai que la météorologie, les conditions climatiques de cette approche de l'hiver nous sont favorables
et permettre de limiter les dépenses de chauffage. Donc, à nous d'être vigilants sur cette enveloppe de 2 millions d'euros qui n'est pas neutre dans le budget de notre collectivité territoriale. Merci. Bien, sur le FSL, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Bien, nous allons répondre. Paul Kéméré. Merci, Président. Voilà. Merci, Président. D'abord, je crois que nous partageons tous, et depuis un certain temps, la problématique qui a été posée par Christine Aurin. Et il se trouve justement que le Conseil général souhaite se mobiliser sur le logement des jeunes. Nous avons demandé à la DIL, qui est notre observatoire départemental, de consacrer l'année 2012 justement à l'observation chiffrée. Parce que des chiffres, ce qui nous manque, c'est surtout le chiffrage des besoins de ces fameux logements de temporalité. La région les avait appelés logements de temporalité. Parce que c'est vrai qu'un jeune, il a souvent besoin d'un appartement, soit pour ses études, soit parce qu'il est en formation de quelques mois, et il a une grande difficulté d'entrer dans le parc public social. Alors, il y a effectivement des solutions qui sont trouvées, mais ce que nous souhaitons, c'est clairement poser le problème, et dans le cadre de notre politique renouvelée du logement, fin 2012, je pense que nous poserons toutes ces données sur la table et nous opérerons les choix qui sont les plus intéressants. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une tension sur les zones littorales où les jeunes ne peuvent pas se loger. Il y a toute une problématique importante autour du logement des jeunes. Deuxième point, alors, il y a une question qui a directement été posée au président par M. Vaspart. Je pense qu'il se fera un plaisir de répondre. Je vais plutôt, non pas répondre, mais partager un peu l'inquiétude de Marie-Reine Tillon sur l'ANA. L'ANA, qui, je le rappelle, est là pour l'amélioration du logement privé, voit ses fonds diminuer d'année en année de façon drastique. Nous nous posons même la question entre nous de savoir si l'ANA continuera à exister l'année prochaine. Et nous savons, oui, voilà, on en est un petit peu là, et nous savons que nous avons des besoins, hein, chacun regarde midi à sa porte, dans notre département, qui sont excessivement importants. Quant au tirage, je crois qu'ils sont la traduction de cette difficulté à financer les dossiers. Me semble-t-il, hein, les dossiers ne sont jamais complets. Les personnes âgées, effectivement, sont assistées par le pacte HD, mais les exigences pour avoir un financement sont insurmontables pour les personnes âgées. Je crois que c'est des choses... Et c'est une façon pour l'ANA de se protéger un petit peu, de façon à distribuer le moins de subsides possible dans ce domaine-là. Mais je crois qu'il va y avoir et programmer une session spéciale sur le logement, et je crois que ce sera l'occasion de revenir sur toutes ces problématiques. Si nous avons laissé tomber, c'est-à-dire si nous avons retransféré la délégation des aides à la pierre à la DDTM, c'est bien en fonction de toutes ces difficultés de financement qui nous mettaient, nous, Conseil général, face à des demandes que nous ne pouvions plus assurer. Et en ce sens-là, nous trouvions important que l'État prenne ses responsabilités. Par rapport au FSL, moi, je partage bien entendu tout ce que vient de dire mon collègue Yves Leroux. Il siège, et je crois que c'est à saluer, hein, 2 fois par mois à la commission d'attribution. Et enfin bon, ils sont quelques-uns à siéger, fort heureusement, à cette commission. Alors, c'est vrai que nous avons déjà eu des débats entre nous. Alors, moi, je voudrais juste poser un petit peu les choses. Quand on a parlé de l'accroissement de la précarité, de la précarisation des familles, ce n'est pas un vain mot. Juste un chiffre. Les demandes d'aide pour impayés de loyer ont augmenté depuis 2010 de 36%. Aujourd'hui, nous recevons 1700 demandes
ce qui est énorme. Alors, notre but est bien d'intervenir avant qu'il y ait expulsion pour impayé de loyer. Nous sommes dans des situations aussi dramatiques que celle-là. Nous avons accordé en nombre d'aides à peu près un quart des demandes. Imaginez un petit peu la sélection drastique que nous avons été amenés à faire. Quant aux demandes d'aide pour les impayés d'eau et d'énergie, le taux de demande a augmenté de 62%. On est aujourd'hui à 6700 dossiers de demande, c'est-à-dire que nous sommes complètement submergés. Le FSL et les fonds dont nous disposons n'y suffit plus. Nous accordons 4000 aides par an. Alors, tout de suite une information. Une aide à l'énergie est au maximum de 180 €. Nous sommes tous élus. Nous savons que les factures, le cumul des factures est bien souvent 10 fois supérieur à ce montant-là quand elles nous arrivent au FSL. Donc, c'est une goutte d'eau dans le soutien que nous pouvons apporter. Néanmoins, nous avons un petit peu réfléchi à cet excès de demande par rapport au fonds, et nous avons l'année dernière, en comité directeur du FSL, décidé de prendre des mesures, mais des mesures que nous avons prises, je vous dirais, vraiment, non seulement pas de gaieté de cœur, mais avec une certaine tristesse. Nous avons été obligés de diminuer de façon drastique les plafonds de revenus pour que les personnes aient droit à une aide du FSL. Aujourd'hui, une personne pour être aidée, que ce soit au gaz, énergie, aide aux impayés de loyer, une personne seule, je ne rentre pas dans les détails, c'est 400 € de revenus par mois. Je vous rappelle, mes chers collègues, que le seuil de pauvreté, aujourd'hui en France, il est de 935 € par mois. Donc, je crois que nous ne sommes pas dans la gabegie. Néanmoins, moi j'entends bien ce que vous dites les uns et les autres. Écoutez, dans la précarité, il y a effectivement des personnes qui savent profiter du système. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons, pour cela, décidé de limiter notre aide à une aide par an et par foyer. Visiblement, ça ne vous paraît pas suffisant. Moi, je demande même à ce qu'on revoie notre règlement intérieur pour ces choses-là. Si ce sont toujours les mêmes dossiers qui reviennent, écoutez, je suis d'abord un petit peu étonnée parce que les assistantes sociales et les services qui étudient les dossiers sont d'une grande vigilance. Mais bon, je crois qu'il faut que nous soyons en mesure d'entendre ça aussi. Donc nous en reparlerons, nous sortirons les statistiques et nous ferons le point sur cet élément qui vous gêne, et je peux comprendre qu'il vous gêne. Voilà, merci. Je crois que toutes les questions ont été... toutes les réponses ont été données. Très bien. Michel Brémond, à propos de la viabilité hivernale, puis je répondrai à M. Vaspart et au-delà. La question de la viabilité hivernale, c'est un petit peu, je pense que Yannick va comprendre mon allusion, c'est un peu comme les pompes funèbres, on ne s'y intéresse que lorsqu'on est concerné, et quand il fait 12 degrés... si, c'est vrai, Yannick comprendra. Lorsqu'il fait 12 degrés à l'extérieur, absolument. Lorsqu'il fait 12 degrés à l'extérieur, on ne s'intéresse pas trop à la viabilité hivernale, on s'y intéresse quand on a les pieds dans la neige. Ceci dit, il est de notre responsabilité, au même titre que pour l'État sur les routes nationales, il est de notre responsabilité de prendre des mesures qui fassent que les services soient prêts à répondre à l'effectivité des choses lorsque l'urgence est là. Je ne vous rappellerai pas, ou en deux mots seulement en tout cas, notre dispositif technique qui fait que dès 4 heures du matin, en cas d'alerte météo, il y a des patrouilleurs qui partent sur les routes, sur les circuits, qui mesurent les températures, etc., et qui alertent les équipes qui peuvent partir dès 6 heures du matin pour sabler, dégager et faire ce qu'il y a à faire sur les routes en fonction des circuits qui sont préétablis. On le rappellera en son temps, mais ça, c'est des choses que vous connaissez. Je puis vous assurer qu'aujourd'hui, les stocks de sel sont là, pour autant que le sel soit utile, mais le sel n'est pas une prévention
par rapport aux chutes de neige. Hein. Si on met du sel sur une route et qu'il neige par-dessus, le sel, il ne fera rien. Le sel n'agit qu'après, lorsqu'on le met sur de la neige, et encore, il peut précipiter un peu le verglas. Donc, il faut l'utiliser à bon escient. Mais ça, ce sont des choses relativement techniques. Non, je voudrais mettre l'accent sur 2 ou 3 points, des nouveautés cette année. Les entreprises qui pourraient éventuellement venir donner un coup de main aux ATD, aux services ATD et aux centres techniques départementaux. On a passé les appels d'offres qui vont bien, donc les entreprises privées sont aptes aujourd'hui à donner un coup de main. Et pour la première fois, nous allons passer des conventions avec le monde agricole et, pour ceux qui le souhaitent, avec les maires des communes qui pourraient éventuellement, s'ils le souhaitent, venir donner un coup de main. Alors, il ne s'agit en aucune façon, qu'on se comprenne bien, il ne s'agit en aucune façon de demander à ces privés d'un côté, à ces collectivités infradépartementales de l'autre, de faire le boulot à notre place sur nos routes. C'est clair, net et précis, il ne s'agit pas de se substituer aux équipes du Conseil général. Mais c'est dans le bout de route départemental qui va jusqu'à la ferme jusqu'à ma ferme, ou juste la route départementale qui dessert un hameau un peu isolé sur lequel il n'y a pas de circuit de viabilisation prévu. Eh bien, c'est la possibilité de donner aux locaux locaux de venir donner le petit coup de pelle qui va bien et qui permettra de dégager les 100 ou les 150 derniers mètres qui font que la ferme ne restera pas enclavée au bout du compte, alors que la route départementale, elle, aura été dégagée. La seule chose que nous demandons, c'est qu'il y ait l'accord de l'ATD pour qu'on n'enlève pas la route en enlevant la neige, donc que les matériels qui soient utilisés aillent bien. Et cette convention permet aussi d'assurer l'agriculteur, de prendre en charge l'assurance de l'agriculteur ou de l'entreprise agricole qui interviendra sur le petit bout de route départemental. La deuxième chose qui me semble importante cette année, c'est un effort extrêmement important de communication que nous allons faire, puisque lors des inscriptions pour le transport scolaire, nous avons pu récupérer 77% des numéros de portable des parents d'élèves, d'enfants que nous transportons sur notre réseau scolaire, et ça permettra d'envoyer des SMS en temps réel le matin à ses parents pour leur dire le circuit scolaire machin truc Quintin, Delagnon, Dinan, aujourd'hui il n'est pas activé à cause des intempéries. N'envoyez pas votre enfant attendre inutilement le bus alors qu'il y a de la neige et que les intempéries sont là. Voilà les nouveautés de cette année, Monsieur le Président. C'est bien d'avoir ces informations. Hein, je pense que, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une note ou une fiche qui pourrait être faite et adressée à tous les conseillers généraux, qu'ils les par devers eux, parce que si cela devait survenir, au-delà du fait que notre administration sur le terrain est prête, mais on sait combien le rôle actif assumé par les conseillers généraux auprès des maires sur ce sujet-là, parce que lorsqu'on a des épisodes neigeux comme l'an dernier, on est très sollicité. Donc je pense que d'avoir toutes les informations, comment ça se passe, hein, on l'a expérimenté l'an dernier, on a été plutôt assez bon. Il faut qu'on soit encore meilleur, et en matière d'information, on veillera, parce que dans les jours qui viennent, vous me donniez une note qui vous sera adressée. Je voudrais répondre à Michel Vaspart, à la question qu'il a posée sur les politiques du logement. Dans les lois de décentralisation précédentes, il a été prévu de donner, pour les collectivités qui le souhaitaient et qui le demandaient, une délégation d'aide à la pierre. On est bien, non pas dans un transfert de compétences de l'aide à la pierre assumée par l'État, mais on délègue, comme on le fait pour un autre service public, par délégation de service public, à une collectivité qui le souhaitait, les départements, les communautés d'agglomération, ce qui était dans la loi, qui a été un peu dévoyé ici ou là et en Côte-d'Armor, puisque des communautés de communes y ont eu droit. Peu nombreuses, je crois qu'il y en a une, essentiellement. Et elle est située au sud du département, dans le secteur de Pontivy. Vous la connaissez. Bien. Et nous, estimant que cette délégation ou
Dans ce rôle avec l'État, les bailleurs sociaux, etc., c'était un exercice compliqué, qu'on n'avait pas les moyens de notre efficacité. Nous avons décidé de la redonner à l'État. D'autres départements l'ont fait. Ils ne sont pas très nombreux, les départements, à avoir pris la compétence. Ils sont 23. Donc, vous voyez, ce n'est pas sur les 102, pas très nombreux. Et dans le cadre des réflexions que nous pouvons avoir ici ou là, moi, comme président de l'ADF, on est en train d'écrire un manifeste sur une décentralisation future à venir, au nom de l'ADF pluraliste, bien entendu, qui va interpeller les candidates et les candidates aux élections pour savoir, sur ce sujet de la décentralisation, qu'est-ce que vous proposez comme réforme pour les collectivités territoriales. Et c'est là que j'ai proposé que la compétence pleine et entière de l'aide à la pierre soit accordée au département. Ce n'est pas du tout la même chose que la délégation. C'est-à-dire que tous ces millions d'euros qui sont consacrés à l'aide à la pierre, y compris par le biais de l'ANA, etc., soient placés sous l'autorité des départements, estimant que le département est véritablement un territoire à taille humaine qui a cette vertu de combiner l'urbain et le rural. Car la ville, c'est surtout l'urbain. C'est la grande concentration d'habitants, forte densité, sur un territoire délimité qu'on peut élargir à la communauté d'agglo. Et puis, il y a tout l'espace rural aussi, qui est un département comme le nôtre, extrêmement dense, vivant et peuplé, pour lequel il faut agir. Si on donne aux uns et pas aux autres, bon, alors que le département, lui, il peut assez assumer avec beaucoup d'harmonie et d'efficacité cette responsabilité. Ce sont des milliards d'euros, l'aide à la pierre. Et je pense que ce serait plus efficace au terme des politiques de proximité que ce soit le département. Alors, on a un concurrent sur le sujet, puisque les communautés d'agglo ne seraient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Les régions n'en veulent pas. Donc les choses sont très claires. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Mais les agglos disant, bah oui, mais nous, sur nos grands territoires urbains, communautés d'agglo, pas les communautés de communes, eh bien, souhaitent assumer aussi cette compétence. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est positionné. Et aujourd'hui, c'est en discussion au SNADF. Ça n'a pas été, la position n'a pas été arrêtée, quoi. On revendiquerait deux choses au-delà de ce que nous avons déjà. C'est cette politique du logement, parce que nous sommes déjà dans les politiques de solidarité sociale, donc outils d'aménagement du territoire départemental. Et puis, l'autre compétence qu'on demande, c'est dans le droit fil du rapport d'Audiny, mais on le verra lors de notre session, c'est le rôle du département comme service conseil aux collectivités territoriales, élément de régulation dans le marché qui existe de tous ces cabinets, et qu'on puisse là occuper une place déterminante en matière de compétences à venir. Mais ça, on n'y est pas. Ce sera l'un des enjeux des élections présidentielles et législatives. Puis on verra après ce que ça donnera en fonction de la nouvelle majorité qui dirigera notre pays. Je profite de ces trois délibérations pour revenir sur un article, enfin plusieurs articles d'ailleurs, qui ont été, comment je veux dire, qu'on a pu lire dans l'un des grands quotidiens que nous lisons tous les jours, que vous connaissez, concernant le budget, le légué et la rocade. J'ai pu observer d'ailleurs qu'ils étaient assez bien informés. Les chiffres qui ont été dispensés étaient certains inexacts, incontestablement, mais d'autres, on les avait évoqués dans des réunions internes. Je ne vais pas essayer de savoir et enquêter où sont les sources, mais la réalité, c'est que ces articles étaient, pour l'un d'entre eux, assez proches de la réalité, pour les deux autres, assez approximatifs. Et je profite de la présence de la presse pour, là aussi, rectifier ce qui a pu être écrit, non pas dans une volonté de censure, c'est pas ça, mais d'apporter une information qui, sur le sujet, est la nôtre, elle est transparente, on est en session, c'est le moment de l'exprimer. Les deux sujets étaient évoqués, c'était la rocade, exprimant des interrogations sur le fait est-ce que la rocade serait achevée. Et le deuxième, c'est le port du légué.
Sur la rocade, pas sous le contrôle de Michel Brémond, mais les choses sont précises. Nous achèverons, puisqu'on l'a fait par tronçon, ce qui va du zoopôle à la Crarée. Et là, le chantier est engagé, les moyens financiers sont mobilisés, et il n'y a pas de difficulté. Il y aura, dans quelques mois, 2012, l'inauguration qui mettra un terme à cette réalisation et qui est fort attendue par ce territoire de l'agglomération. Et je veux dire, plus que le territoire de l'agglomération, par les costarmoricains qui passent par là pour éviter, quelquefois aussi, contre ce qui est la RN12 qui joue une fonction de rocade également souvent, eh bien, essayer de délester une partie du trafic sur ce secteur. Et je peux vous dire que les habitants de Trégueux et de Ploufragan qui sont concernés, je parle sous le contrôle de Christine et de Jean-Yves Lagadec, ils seront heureux quand elle sera achevée. Hein, et ça pourra désenclaver, là aussi, la technopole Armor, avec le zoopôle qui est concerné par ce sujet. Alors, après, il y a l'échangeur du Perret, qui est financé. L'État, 25%. La région, 25%. Hein, c'est par quart. Hein, c'est par quart. Puis par la communauté d'agglo et par nous-mêmes. Hein. Donc c'est la deuxième opération. Et là, nos partenaires financiers, sous réserve que l'État lui-même confirme, parce que vu la situation financière dans laquelle il se trouve, il a pris des engagements, est-il sûr d'aller jusqu'au bout? Donc on a besoin de savoir. Du côté de l'agglo, il n'y a pas de problème, ça a été vérifié, ils sont prêts. Et du côté de la région, là aussi, à voir du côté de la région comment les choses s'opèrent dans le cadre de leur budget pour confirmer ce qui avait déjà été pris comme acte politique. Et puis nous, c'est lié effectivement à notre contexte budgétaire et au budget 2012, 2013 et 2014. Donc, a priori, aujourd'hui, on regarde, la volonté, c'est de poursuivre. Bon, mais ça, lié, bien entendu, à l'annuité budgétaire. Surtout que là, si les 4 partenaires sont prêts, c'est vrai que c'est une opportunité. D'autant plus qu'on ne peut pas faire le lien entre la Crarée et le Perret si l'échangeur n'est pas fait. Si on fait la route entre les deux, il n'y a pas le Perret, on aboutit non pas dans un cul-de-sac, mais on revient sur l'échangeur actuel et qui, à mon avis, est assez dangereux et qu'il faudra revoir. Donc la difficulté, c'est qu'on est obligé de faire les deux. S'il y a encore un morceau, ça va, et en ordre de priorité, le Perret, ça va, mais si derrière, on ne fait pas l'autre, c'est difficile. Je rappelle qu'il y a une rocade qui est dans les champs de Tours, là. Les bulles sont parties, les travaux étaient en partie faits, et puis il n'y a plus rien. J'en ai parlé avec Marisol Turenne, la nouvelle présidente du Conseil général. Là, pour le coup, c'est l'État qui n'a pas les moyens de continuer. Donc, ils sont face aussi à ces difficultés dont j'espère qu'elles sont passagères. Sinon, c'est à désespérer de l'avenir. Hein. On espère que, là aussi, d'autres politiques, d'autres moyens financiers, des approches et des solutions pour endiguer la crise dans laquelle nous sommes et que nous puissions, le département, continuer à investir pour l'aménagement de notre territoire départemental. Donc voilà la réalité pour la rocade d'aujourd'hui. Concernant le port du Légué, nous avions dit que ce port, et on l'avait validé politiquement, nous estimons qu'il est déterminant pour l'aménagement du territoire départemental, pour l'aménagement de la partie nord de la Bretagne. Ce sont des engagements financiers importants. L'État, surtout la région, s'y était engagée. La communauté d'agglo également, les collectivités locales et nous-mêmes. Donc là, il y a encore des études techniques à réaliser qui sont en cours. Il y a aussi une procédure administrative qui doit aller à son terme. Après, c'est une question de date et de moyens financiers, mais on n'a jamais dit que ce port était inutile pour l'aménagement du territoire. On a dit, effectivement, on verra ça sur le plan budgétaire. On est amené à faire des choix chaque année. Eh bien, on verra à quel moment on doit faire des choix. Et d'ailleurs, les choses sont en train de bien avancer du côté de la communauté d'agglomération. J'ai rencontré Michel Lesage à plusieurs reprises, Michel Brémond également, ainsi que le maire de Plérin, qui est concerné. On va vers l'idée d'un syndicat mixte qui serait porteur de ce projet portuaire, avec une répartition financière entre nous, comme ça a été fait dans d'autres endroits, et je pense
au port de Dieppe, où j'étais présent pour une réunion sur les ports locaux de la Manche il y a pas très longtemps. J'avais trouvé que ce qu'avait fait Alain Laverne, était président du Conseil général de Haute-Normandie, était plutôt assez astucieux, où ils ont un syndicat mixte qui est chargé de porter l'ensemble. Et on sait que du côté de l'agglo, par rapport au projet, on peut peut-être le phaser dans le temps. Il y aurait surtout, pour pouvoir accueillir des bateaux plus conséquents et plus nombreux, parce qu'il y a un développement du transport maritime, il suffirait de la réalisation d'un 3e quai, ou un 4e quai, un investissement aux alentours de 7,5 millions d'euros, donc à peu près. Et donc on voit que c'est à portée de main. Donc je le dis, le Conseil général des Côtes-d'Armor n'abandonne pas ces infrastructures, même si ce qui était prévu peut-être dans les années proches peut être reporté de quelques années, mais c'est un investissement que nous estimons nécessaire, d'autant plus qu'avec la crise écologique que le monde traverse et qui n'a pas fini de sévir, ils vont être réunis à Durban en Australie là, pour parler du climat. Quand on entend ce qu'on entend et quand on lit ce que l'on lit, je me demande, d'ailleurs, à mon avis, c'est plus grave et plus inquiétant que la situation de la crise financière aujourd'hui, même si elle est très inquiétante. Mais là, sur le climat qui, je veux dire, on gagne plusieurs degrés, ça peut être l'apocalypse. Et si on n'en prend pas aujourd'hui conscience, et on voit bien que les États du monde n'en prennent pas la mesure, contestablement. Alors évidemment, c'est des débats entre les pays qui sont dits émergents, qui disent, bon, on n'aura jamais un développement comme le vôtre, mais vous qui avez été l'Europe, la partie du territoire monde le plus développé, ben, il va falloir accepter de partager. Et bon, ce sont des questions auxquelles le monde est confronté, et il faudra bien prendre ça en cause. Je ne veux pas faire le lien, parce que cet après-midi, il y aura une présentation qui sera faite par Loïc Raoul sur la situation de nos réserves d'eau dans le département. J'ai souhaité que les 52 membres de l'Assemblée soient correctement informés sur le sujet, parce que là aussi, il y a des questions qui se posent et qui peuvent se poser avec acuité très, très rapidement. Mais toutes ces questions du développement durable, on ne peut pas aujourd'hui dire ça n'existe pas. Plus que jamais, l'économie, le social et l'écologie, ça doit vivre ensemble, encore plus fortement que cela a été par le passé pour tous les choix que nous sommes amenés à opérer, pas simplement ici, modestement, pour notre Assemblée départementale, mais pour toutes les collectivités et tous les pays du monde. Donc je voulais apporter cette précision à nos collègues, enfin pas nos collègues, nos amis journalistes, qui nous font l'amabilité de suivre nos travaux pour qu'ils sachent véritablement, avec objectivité, quelle est la réalité de ces dossiers qui touchent le département et précisément l'aire géographique de l'agglomération Brio-Chine. Voilà, nous avons achevé nos délibérations pour la commission de Michel Brémond. Monique nous ayant rejoint, ainsi que Vincent, eh bien, nous allons pouvoir aborder les dossiers de Monique. À quoi que, oui, mais de toute façon, je ne finirai pas, quelle que soit la commission qui sera prise. Donc le social, il n'y a pas de problème. Non, vous n'êtes pas absent cet après-midi. Donc, commençons les dossiers de Monique Leclésio, si elle veut bien me rejoindre, accompagnée de Philippe Mellet et de Sylvie Bourbigo. Alors, il nous reste 25 minutes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suspends la séance pour reprendre plus tôt? Comment? C'est peut-être aussi bien. C'est peut-être aussi bien. Et de reprendre à 14h. Bien, on va suspendre nos travaux pour aller déjeuner. Et comme ça, on se retrouve à 14h. Et on verra tous les dossiers. Mais laissez vos affaires là. Allez. Mais on recommence à 14h.